retour sur le plateau du débat. Le scandale des écoutes illégales au Royaume-Uni qui secoue l'empire Murdoch a pris aujourd'hui une tournure politique et on va en parler avec nos invités. Je vous les présente rapidement si vous nous rejoignez. Claire-Elisabeth Moutet, Anne-Elisabeth Moutet, correspondante du Sunday Telegraph. Avec nous en direct de la Drôme, Denis Jambard. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes auteur de Portraits crachés, c'est aux éditions Flammarion. Merci d'être avec nous. Et Étienne Auger, professeur de communication internationale. Merci également d'être avec nous. David Cameron donc, et tous ses prédécesseurs sont accusés d'avoir des liens avec cet empire de presse, cet empire Murdoch qui a pratiqué donc des écoutes téléphoniques illégales. Le Premier ministre britannique David Cameron a même embauché un ancien rédacteur en chef de News of the World. Avait-il connaissance de ce système, David Cameron? Collusion en tout cas évidente entre l'empire Murdoch et le pouvoir. Le 10 Downing Street est aujourd'hui éclaboussé. On pensait la police et les journalistes au cœur du scandale des écoutes téléphoniques, mais les plus hautes sphères de la classe politique ne sont pas épargnées. David Cameron en première ligne. Il paye sa trop grande proximité avec Rupert Murdoch et Rebecca Brooks, une proximité que ses prédécesseurs entretenaient déjà avant lui. Le Premier ministre britannique est également pointé du doigt pour avoir recruté comme directeur de communication Andy Coulson, ancien rédacteur en chef de News of the World. Mais début 2011, c'est un nouveau scandale qui éclabousse Andy Coulson. Il est alors contraint de quitter son poste, accusé d'être impliqué dans une affaire d'écoutes illégales. Soutenu par David Cameron, il nie alors toute responsabilité. En ce qui concerne Andy Coulson, personne n'a jamais jugé inapproprié ou mauvais son travail au sein du gouvernement. Il a fait du bon travail au sein du gouvernement, il l'a ensuite quitté. Dans une déclaration, Paul Stephenson, le chef de Scotland Yard, également critiqué pour avoir employé un ancien journaliste de News of the World, compare sa situation à celle du Premier ministre, lequel dément toute ressemblance dans les faits. Le Premier ministre britannique a d'ailleurs dû écourter un voyage en Afrique pour rentrer à Londres. Mercredi, il sera entendu devant le Parlement réuni en session extraordinaire. Denis Jambard, bonsoir, merci d'être avec nous. Une première question, après la partie de notre débat, nous parlions de Rupert Murdoch et Anne-Elisabeth Moutet le défendait grandement. Elle parlait d'un génie, est-ce que vous partagez son avis? Génie, je ne sais pas, mais il faut saluer le talent de cet homme qui a constitué un immense empire de presse et qui a su anticiper l'évolution des médias. Donc c'est un tycoon, comme on dit. Et en même temps, c'est un homme qui a développé une presse de caniveau, notamment en Angleterre, dont on voit aujourd'hui les conséquences. Est-ce que cette proximité avec le pouvoir vous choque? Cette collusion qu'on voit aujourd'hui au Royaume-Uni entre le pouvoir politique, le pouvoir judiciaire et les médias vous gêne? Bien sûr, elle me choque parce que y a là une espèce d'interpénétration entre les médias et le monde politique qui me paraît tout à fait inadmissible. Ce sont des pouvoirs différents et ce ne sont pas des pouvoirs qui peuvent se confondre. On doit avoir une déontologie en matière de presse, en matière de médias. Il y a une ligne jaune, mais si vous voulez, là, on va au bout de la logique qui était en cours sur le journalisme d'investigation dont on connaît bien les dérives. Finalement, les journalistes d'investigation deviennent surtout les porte-paroles de la police et de la justice. Et il y a petit à petit des collusions, des amitiés qui se créent. Et finalement, tout ça aboutit à une forme de confusion et de mélange des genres. Le journalisme d'investigation, très souvent, est devenu un journalisme qui ne fait que rapporter ce que donne la police, que lui offre la police, au lieu de procéder lui-même à un travail d'enquête, de vérification. Et là, on assiste au fond à l'extrémité du système, c'est-à-dire qu'une interpénétration totale entre le monde des médias et le monde de la police. Et le monde politique, naturellement. Alors, je vous propose d'écouter Rupert Murdoch. Un parlementaire lui a rappelé aujourd'hui qu'à chacune de ses visites chez un Premier ministre, il passait par la porte de derrière. Je vous propose d'écouter cet échange entre Rupert Murdoch et ce député. Again, Mr. Murdoch, have you ever imposed any preconditions? Which visit to Downing Street are you talking about? It was just following the last general election.
I was invited within days to have a cup of tea to be thanked for the support by Mr. Cameron. No other conversation took place. And It lasted minutes. And that's the one you went in through the back door? Yes. I had been asked also by Mr. Brown many times. Through the back door? Yes. Étienne Auger, il joue au vieillard sénile, enfin vieillard qui est de toute façon sénile. Voilà, clairement, c'est vrai que le génie a vieilli, mais là on sent qu'il est quand même en train de jouer un rôle, qu'il a été très bien formé, enfin qu'on lui a expliqué que vraiment il fallait qu'il en livre le moins possible et de jouer la carte de la perte de mémoire. Donc c'est quand même une vieille stratégie de relations publiques qui remet à neuf et qui a l'air de marcher avec les parlementaires britanniques. En tout cas pour le moment. Anne-Elisabeth, c'est quoi ce passage par la porte de derrière? Il faut le comprendre comment? C'est extraordinairement compromettant de recevoir une visite de Rupert Murdoch quand on est un homme politique. Parce que Denis Jambard a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit beaucoup de choses très intéressantes à l'instant, mais il a dit les journalistes d'investigation peuvent devenir les porte-parole de la police. En Grande-Bretagne, on avait atteint un échelon supplémentaire. La police était devenue le porte-parole de News International parce que le pouvoir de la presse était plus important. Dans le cas spécifique de Rupert Murdoch, une visite de Rupert Murdoch qui serait vue par les médias, surtout les concurrents, ça implique immédiatement des questions, des commentaires. Le Premier ministre est aux ordres de M. Murdoch, que ce soit vrai ou pas. En réalité, c'est une espèce de relation symbiotique assez étrange, mais qui a duré avec tous les premiers ministres britanniques. Et donc, c'était probablement plus une requête de Brown ou une requête de Cameron qu'une requête de Murdoch. Denis Jambard, on voit ça également en France, cette collusion entre médias et pouvoir politique en France. D'ailleurs, on ne passe pas par la porte de derrière. Hein. On voit des présidents de grands groupes. Bah oui. Oui, on passe par la porte de devant parce que vous savez qu'aujourd'hui, notamment dans la presse papier, il y a énormément d'aides de l'État. C'est de l'ordre de 2 milliards d'euros à travers les différentes formes d'aide. Donc il y a une relation économique, financière qui est assez transparente et qui justifie qu'on passe par la porte de devant. Mais c'est assez surprenant d'ailleurs. L'état de la presse française a fait que c'est le chef de l'État lui-même en France qui, il y a 2 ans, a initié des états généraux de la presse pour essayer de la presse écrite, pour essayer de la sauver, de la tirer du mauvais pas dans lequel elle continue à se trouver d'ailleurs. Donc, si vous voulez, ça crée des relations tout à fait singulières. Alors, c'est assez facile comme ça de mettre en cause ce type de relations. Mais les journaux tendent trop volontiers la sébille et ne se remettent pas assez en cause eux-mêmes et ne s'interrogent pas assez sur le rôle qu'ils doivent tenir aujourd'hui en fonction des évolutions du paysage médiatique. Quel est le rôle de la presse écrite aujourd'hui? On fait une presse qui est identique à celle qui existait il y a maintenant 40 ou 50 ans, alors que le paysage médiatique s'est complètement transformé. Et plutôt que de s'interroger sur le rôle de chacun, on cherche, si vous voulez, c'est de l'argent de tous les côtés. Ça amène aussi l'arrivée de grands groupes financiers dans le capital d'un certain nombre d'entreprises de presse et donc le risque aussi d'une pression des actionnaires sur les rédactions. Donc on est aussi dans une situation qui n'a économiquement périlleuse et qui fragilise l'indépendance de la presse. Encore que moi, je ne participe pas de cette espèce de conspirationnisme général qui consisterait à dire que Nicolas Sarkozy tire toutes les ficelles de la presse française. Sans doute intervient-il peut-être dans les médias publics, mais enfin bon, la radio France Inter, il suffit d'écouter tous les matins pour savoir qu'elle est indépendante. Et les journaux comme Le Monde ou Libération, il y a quand même eu l'affaire Paris Match avec. Restent très indépendants. Il y a quand même eu l'affaire Paris Match avec Alain Genestar qui a dû quitter Paris Match. Bien sûr, oui. Mais évidemment, le chef de l'État, plusieurs fois, est intervenu et il y a eu des sanctions qui ont été prises par les actionnaires. Et c'est ça qui est un vrai danger, c'est-à-dire la capacité de résistance des actionnaires. Mais la question qui est posée là, c'est est-ce que quand ces actionnaires sont liés à la commande d'État, eh bien, ils sont naturellement sous l'influence du pouvoir politique. Quand vous avez un grand groupe, un avionneur qui possède un groupe de presse, comment pourrait-il être indifférent à ce que dit l'État? J'ai été moi-même à la tête de l'Express à un moment donné et j'ai vécu ce type de situation quand j'ai publié les caricatures de Mahomet.
Eh bien, je l'ai d'ailleurs exposé au cours du procès qui avait été mené contre Charlie Hebdo. Je suis allé témoigner. J'ai expliqué la conversation que j'avais eue avec Serge Dassault qui m'avait demandé de retirer ces caricatures du journal, d'arrêter même le journal. Nous étions en train d'être imprimés et me disant que, faisant un lien avec le fait que le chef de l'État allait faire une visite en Arabie Saoudite. Et donc, c'était des contrats, notamment l'espoir de contrat sur le Rafale, qui était en jeu. Bon, ben, ça se règle dans un rapport de force. Moi, je dis, écoutez, vous êtes l'actionnaire du journal, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas moi qui vais décrocher mon téléphone pour dire à l'imprimeur d'arrêter l'impression du journal. Naturellement, vous pouvez le faire parce que le journal vous appartient. En ce qui me concerne, naturellement, demain matin, je démissionnerai. Le journal ne paraîtra pas, c'est peut-être pas très important pour vous, mais vous allez perdre 1 ou 2 millions d'euros. Et 3, vous aurez une tempête de presse. Et finalement, dans cet échange-là, eh bien, il y a un rapport de force qui se crée et qui fait que l'actionnaire a calé. Mais c'est ça la réalité de la relation avec un actionnaire quand il a des intérêts qui sont liés aux intérêts de l'État. Anne-Elisabeth. Bravo à Denis Jeanbart, évidemment, pour avoir publié les caricatures de Mahomet et avoir tenu bon. Le problème, c'est quand on est dans une telle relation de suggestion avec un propriétaire qui ne sait pas ce que c'est que la presse et qui est d'abord préoccupé de ses intérêts, on peut faire des coups difficiles une fois, 2 fois, et puis ensuite on se dit, bon, je n'ai pas envie d'avoir des ennuis toutes les semaines, j'ai pas envie d'avoir des ennuis tous les jours, je vais me battre pour les batailles qui valent le coup. Et encore une fois, félicitations à Denis Jeanbart pour avoir livré celle-là, et elle valait le coup. Mais il n'y a rien à voir entre cette situation de suggestion et de servilité qui est le climat de la presse française vu quand on travaille à l'étranger, et la situation britannique où on dit publish and be damned, et où quelqu'un, chez Murdoch, comme chez Conrad Black quand c'était le patron du Télégraphe la première fois que j'ai travaillé, comme chez le Télégraphe aujourd'hui, comme dans les autres journaux britanniques où j'ai travaillé et américains, c'est on y va. J'ai eu de la chance parce que les patrons étaient tous des journalistes et donc ils savaient ce que c'était. Et d'autre part, il y a cette réalisation que les journaux britanniques gagnent de l'argent et par conséquent, publier des journaux intéressants, c'est la première motivation de publier des journaux et donc il faut que les lecteurs les achètent. Et donc c'est le lecteur qui fait le choix et pas les intérêts de quelqu'un. Et ça, parce que la rançon des problèmes de la presse française, elle a des problèmes variés, mais elle est surtout Anne-Elisabeth, c'est parce que le lecteur fait le choix qu'on lui donne peut-être aussi des informations trash et qu'on va peut-être qu'on dépasse les limites aussi parce que c'est peut-être que les lecteurs en sont friands. Il y a 13 quotidiens à Londres. Ça va du Financial Times au News of the World. Le Star même. Le Star, croyez-moi, c'est pire que le News of the World. Ça a passé dans l'écurie du Mirror. Il y a le choix de tout ce qu'on veut. Et par conséquent, et mon journal, il tire à plus d'1 million et c'est un journal genre Le Figaro. Donc vraiment, non. Si les journaux sont bons, les lecteurs ont le choix. Étienne Auger, vous êtes d'accord, cette servitude en France de la presse et au pouvoir politique ? Je ne suis pas sûr qu'on parle de la même chose parce qu'il y a quand même une espèce de perception légendaire de la presse qui est que la presse aura un rôle noble en démocratie, ce qui est vrai, mais c'est d'abord et avant tout une industrie, c'est-à-dire que les gens qui sont dans cette industrie veulent faire de l'argent. Je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que les journalistes possèdent une déontologie, on espère, comme beaucoup de métiers, mais c'est vrai qu'on est quand même en train de parler d'une industrie dont l'objectif est d'avoir des lecteurs, comme vous l'avez dit, et donc d'être rentable. Mais aussi l'information coûte de l'argent. L'opinion, ça coûte rien. On s'assied, on pond, c'est terminé. L'information, ça coûte des reporters, des salaires, des billets d'avion, des frais de communication. L'opinion, le commentaire est libre, les faits, c'est sur note de frais et des grosses notes de frais. Et donc, des journaux riches, c'est aussi la garantie d'avoir des bons reportages. Denis Jeanbart, oui. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. On a oublié que l'information, c'était coûteux et Internet donne à penser que l'information, c'est gratuit. La bonne information, elle coûte extrêmement cher. Mais tout de même, j'ai entendu ce qui vient d'être dit et je voudrais quand même dire que le scandale de News of the World, il ne s'est pas déroulé en France. Il y a quand même des problèmes de déontologie aussi dans la presse anglo-saxonne et pas des moindres à travers cette affaire-là. Et si vous reprenez l'histoire de la presse américaine, elle s'est refait une virginité à travers l'affaire du Watergate, mais je vous conseille de lire tout ce qui a été écrit sur la presse américaine, et notamment The Power That Be d'Halberstadt, et tout ce qui s'est passé pendant la guerre du Vietnam, vous y verrez qu'il y avait une très grande collusion de la presse américaine avec le pouvoir américain. Donc on ne peut pas toujours non plus nous dire que la presse anglo-saxonne est exemplaire. Je vois bien les défaillances de la presse française et moi-même j'ai dit qu'il y avait une vraie question éditoriale qui était posée notamment à la presse écrite,
Mais on ne peut pas non plus nous opposer en permanence la qualité de la presse américaine ou de la presse anglaise quand on voit ce qui vient de se passer tout de même. Étienne Auger, vous êtes d'accord avec Denis Jambard que la presse américaine s'est justement refait une virginité avec l'affaire du Watergate? Ça sera peut-être le cas là aussi de la presse britannique qui va peut-être se refaire aussi une virginité. C'est vrai que je suis assez d'accord avec Denis Jambard, mais pas forcément pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que l'affaire du Watergate, c'est surtout la CIA qui a utilisé le Washington Post comme boîte aux lettres. Donc c'est pas vraiment le triomphe du journalisme, c'est plutôt la preuve qu'il y a beaucoup de milieux qui se sont imbriqués. Après, je suis d'accord avec l'idée que le journalisme américain n'est pas forcément un modèle, puisque la meilleure preuve, c'est que le prix Pulitzer, qui est le plus prestigieux du monde, tient son nom de Joseph Pulitzer, qui est quand même l'inventeur du yellow journalism, avec Randolph Hearst, qui est connu pour le film Citizen Kane, et à qui Rupert Murdoch ressemble de plus en plus. Donc c'est vrai que on a tendance à considérer que les États-Unis sont une presse remarquable et dont il faut s'inspirer. Il y a quand même énormément de limites et il y a beaucoup d'excès des deux côtés. Donc la presse française est quand même assez différente de la presse anglo-saxonne. Mais on loue souvent, c'est vrai, le journalisme d'investigation à l'anglo-saxonne en disant que c'est la meilleure presse d'investigation. Ça correspond à une réalité ? C'est peut-être la meilleure presse d'investigation parce qu'il y a beaucoup plus d'argent et parce qu'effectivement il y a un lectorat qui est beaucoup plus important que la France et avec les pays francophones. Donc c'est vrai qu'il y a encore quelques magazines, quelques journaux qui continuent à faire de l'investigation, mais c'est quelque chose qui disparaît. Quand on parlait tout à l'heure d'Internet qui effectivement donne l'impression que l'information est gratuite, je me souviens une fois d'un commentaire d'un internaute qui disait maintenant on n'a plus besoin de journalistes vu qu'on a Internet. Et donc il ne comprenait pas que justement le journaliste, effectivement ça coûte de l'argent, les groupes, on est dans une industrie qui doit quand même être un petit peu rentable. Et les États-Unis sont très rentable, c'est vrai. Alors on arrive bientôt au terme de ce débat. Anne-Elisabeth, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'empire Murdoch est vraiment menacé? Est-ce qu'on peut imaginer que cet empire s'effondre? Qui change de propriétaire, c'est pas impossible. Il y a quelque chose qui paraît très important, il y a des accusations qui sont maintenant faites aux États-Unis en disant que les journaux Murdoch ont également pratiqué le hacking des écoutes téléphoniques aux États-Unis et notamment sur les familles des victimes du 11 septembre. Alors je ne sais pas si c'est vrai. Il est possible que des gens se fassent un nom ou disent de toute façon on va investiguer, on verra si c'est vrai, ça fait beaucoup de bruit, ça met en valeur les parlementaires qui le demandent, etc. Si c'est vrai, et il a bien apporté des journalistes britanniques pour faire son tabloïd new-yorkais, mais tout de même, c'est pas le même pays, c'est pas le même contexte. S'ils ont fait ça aux États-Unis, c'est une catastrophe, parce que on ne joue pas avec ces choses-là. On a vu ce qui est arrivé à l'équipe de Nixon, et à ce moment-là, je crois que News International, dont une bonne partie du chiffre d'affaires se trouve aux États-Unis, à ce moment-là, ça change de propriétaire et Murdoch est complètement terminé. Si c'est pas vrai, il est possible que l'affaire reste circonscrite en Grande-Bretagne, avec déjà la perte du journal qui leur faisait gagner le plus d'argent, le News of the World, qui s'est sabordé lui-même. Mais il est possible que Murdoch, que les studios de la 20th Century Fox, que l'Internet, que la télévision en Chine, que les journaux en Australie, que tout ça survive. On va voir. Denis Jambard, est-ce que Rupert Murdoch peut rebondir? Écoutez, c'est quand même un empire mondial, donc l'incendie, c'est dans un des secteurs de l'empire, il n'est pas encore généralisé. Donc en effet, on va voir s'il y a eu aussi des excès aux États-Unis et une ligne jaune franchie qui pourrait en effet ébranler l'un des autres piliers de l'Empire. Mais attendons de voir. Mais c'est aussi la bourse qui va arbitrer, parce que je vous rappelle que son cours de bourse s'est effondré. Ce sera intéressant de voir comment évoluent les choses. Mais pour le moment, il me semble que l'incendie est circonscrit à la Grande-Bretagne. Merci Denis Jambard d'avoir été avec nous. Étienne Auger, le mot de la fin, l'empire Murdoch, la fin? La fin peut-être pas, je doute que l'empire change de nom, mais il va certainement changer de prénom. On pense certainement que Rupert Murdoch sera obligé de passer la main, peut-être pas à James, peut-être à Lachlan, on ne sait pas, mais effectivement il aura besoin en tout cas d'un changement de tête, et Rupert Murdoch est quand même devenu vraiment un symbole beaucoup trop mauvais pour en tout cas ses actionnaires. Merci beaucoup Étienne Auger, donc, qui est l'auteur de Traité de propagande, c'est aux éditions Debout qu'on l'a vu à l'image, on le revoit. Merci d'avoir été avec nous, mille merci également à Denis Jambard qui était avec nous en direct de la Drôme et Anne-Elisabeth Moutet, éditorialiste au Sunday Telegraph. C'est la fin de ce débat, je vous retrouve demain à 19h10 pour une nouvelle émission, très belle soirée.